nous pour ce Club des Territoires. Pascale Tournier, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nos rédactrices en chef, adjointe de la revue La Vie. Et Pascal Perrineau, bonjour. Merci d'être là, politologue, professeur à Sciences Po. On va parler exceptionnellement un peu plus tard de l'info dans nos régions consacrée à la santé mentale, à l'état de la psychiatrie. C'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, Pascal Tournier. On en parlera avec vous, on verra notre reportage. Mais d'abord, on va revenir sur les discours de politique générale de Michel Barnier. Que retenir des grandes lignes de sa politique? Aura-t-il les moyens d'agir? Samia, vous nous direz comment le Sénat a accueilli ce discours. Oui, c'est le retour du clivage droite-gauche au Sénat, Oriane. Voilà, et d'abord, on va écouter le discours, on va voir les temps forts du discours de Michel Barnier au Sénat. Il a beaucoup parlé aux territoires et aux élus locaux. On voit ça avec Jérôme Rabier. Changement de décor et d'ambiance pour Michel Barnier. Après une Assemblée nationale morcelée et agitée, c'est au Sénat que le nouveau Premier ministre est venu présenter sa feuille de route. À la Chambre haute, il sait pouvoir compter sur une majorité de la droite et du centre, dont une partie siège même au gouvernement. Je suis attaché au rôle du Sénat et ce n'est pas un hasard d'ailleurs s'il y a peut-être pour une des premières fois autant de sénateurs et de sénatrices dans mon gouvernement. Voilà. Comme à l'Assemblée, le Premier ministre a insisté sur la situation financière du pays, promettant de s'appuyer sur les travaux du Sénat, mais avertissant aussi que tout le monde devra prendre sa part. Je sais d'ailleurs que le Sénat avait proposé l'an passé des mesures d'économie très substantielles. Nous avons sans doute là un gisement d'économie accessible. Nous allons les examiner ensemble. Nous le ferons aussi, bien entendu, avec les collectivités territoriales. Pas sans elles, pas contre elles, je dis bien avec elles. Des collectivités qui devront donc participer à l'effort, mais qui auront l'écoute de Matignon, qui leur promet davantage de liberté et d'adaptation et moins de freins dans leur action. Nous allons engager État et collectivités dans une forme de contrat de simplification pour identifier les projets, les actions locales qui sont aujourd'hui entravées par la complexité des normes. Michel Barnier a conclu en vantant la méthode du Sénat où le dialogue entre forces politiques peut être plus simple qu'à l'Assemblée pour bâtir des compromis dont il aura bien besoin en l'absence de majorité à l'Assemblée. Ça va être plus simple au Sénat, Pascal Perrineau, on l'imagine. Oui. On va y venir, hein. On a entendu hier Michel Barnier. Ça va être aussi une nouvelle configuration pour le Sénat. Bien sûr. Ça va être plus simple pour le Sénat parce que le Sénat a une culture très ancienne, qui ne date pas d'hier, mais qui date d'avant-hier, qui est une culture de compromis. Au Sénat, il n'y a pas d'ennemis, il y a des adversaires. Et les adversaires, on discute avec eux. Et quand le Premier ministre vante dans son discours devant le Sénat le compromis, le contrat de simplification, il sait à qui il parle. Il y a des hommes et des femmes, je crois même de la gauche jusqu'à la droite et au centre, qui comprennent ce type de discours. Et puis, il a fait remarquer, et ça, il faut bien avoir conscience, que c'est d'autant plus facile que c'est un gouvernement sénatorial. C'est le premier gouvernement sénatorial sous la Ve République. Ça n'avait jamais existé. Autant de sénatrices et de sénateurs dans un gouvernement. Il y en a 10 sur les 39. Voilà. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et vous savez que même au début de la Ve République, les gaullistes n'étaient pas, c'est le moins qu'on puisse dire, n'étaient pas très favorables au Sénat. En 69, le général de Gaulle avait voulu même le supprimer d'une certaine manière. Donc là, il y a un retour en force des corps intermédiaires, on le voit bien dans le discours du Premier ministre, et des collectivités territoriales. Et là, il s'adresse aussi, j'allais dire, aux macroniens. Parce que c'est vrai que le président, les différents gouvernements des deux présidences Macron n'ont pas toujours été très sensibles aux collectivités territoriales. Et avec Michel Barnier, qui a une longue expérience dans les collectivités territoriales, certainement ça va changer. Quand il parle de ce contrat de simplification, c'est bien un contrat qui sera fait avec les collectivités territoriales. Et ça change beaucoup les choses parce que c'est un gouvernement national qui parle aussi au territoire. Et ça, c'est assez nouveau quand vous regardez la suite des gouvernements sous les présidences Macron. Pascal, il va y avoir un changement de méthode, aussi bien avec le Sénat qu'avec les élus locaux et les collectivités. Ça, l'avenir le dira. Mais ce que je voudrais juste ajouter, c'est vrai que
On verra si ça marche ou pas. Le Premier ministre a appelé beaucoup, enfin, le mot qui revient souvent, c'est le mot de compromis. Et c'est vrai qu'à l'échelle des territoires, à l'échelle des collectivités locales, on voit bien que ce compromis, cette idée de compromis, souvent, s'incarne, est incarnée, parce qu'on a parfois des majorités plurielles, en fait, hein, au niveau des municipalités, des différentes collectivités locales. Donc, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. C'est peut-être là, il y a peut-être une porte d'entrée, en tout cas, parce qu'on a beaucoup parlé avant l'été, même pendant l'été, du problème du manque de culture, de coalition, de compromis qui énerve le système français. Donc peut-être que par ce biais-là, finalement, par justement s'appuyant sur les collectivités locales qui vivent ça au quotidien depuis maintenant des années, peut-être que c'est par là qu'on peut peut-être espérer changer de culture. Je crois qu'on en a bien besoin dans notre système politique. Alors, ça va peut-être changer les relations entre Michel Barnier et le Sénat, mais Samia, ça va aussi changer le fonctionnement du Sénat lui-même. Parce qu'on l'a vu hier, et vous l'avez observé, le discours de politique générale de Michel Barnier, bien, il a réactivé le clivage droite-gauche au Sénat. Oui, Ariane, jusqu'ici, c'était un peu tous contre Macron. Mais hier, face à Michel Barnier, on a vraiment eu deux camps qui se sont affrontés à coups de joutes verbales, parfois très piquantes. Ça a pourtant commencé dans la douceur pour Michel Barnier, puisqu'une fois que le Premier ministre, très applaudi par la droite sénatoriale, a fini son discours, c'était au tour des présidents de groupe de prendre la parole. Et le premier à s'exprimer, c'était Mathieu Darnaud, le tout nouveau président du groupe Les Républicains. C'est la famille politique de Michel Barnier qui a toujours sa carte au LR, donc sans surprise, c'est une véritable déclaration d'amour que la droite sénatoriale a adressée au Premier ministre. Vous trouverez toujours au sein du Sénat, parmi les membres du groupe Les Républicains, un aiguillon et un allié. Vous avez aujourd'hui le courage de tenir un discours de vérité, esquissant les voies qui permettront de rendre à notre pays, à nos concitoyens, les moyens de maîtriser leur destin. Aussi longtemps, Monsieur le Premier ministre, que vous arpenterez cette ligne de crête, aussi périlleuse soit-elle, vous nous trouverez, Monsieur le Premier ministre, à vos côtés. Je vous remercie. Bon, jusque-là, c'est la lune de miel. Oui, mais ça ne va pas durer longtemps, Ariane, puisque vient ensuite le tour des socialistes. C'est le deuxième groupe du Sénat. Et là, c'est la fin de la lune de miel. On n'est plus du tout dans les mots doux. Patrick Kanner ne digère pas la nomination d'un Premier ministre de droite. Mais ces mots les plus durs, ce n'est pas à Michel Barnier qu'il va les adresser, c'est aux sénateurs LR qu'il accuse d'avoir retourné leur veste. Regardez. Je me permets de m'adresser plus particulièrement à mes collègues de droite dans cet hémicycle. Mes chers collègues, lorsque vous quittez les murs du Sénat et que vous vous rendez dans vos départements, comment parvenez-vous à assumer sincèrement votre participation à cette mascarade devant les Français qui vous interpellent ? Vous qui avez bruyamment combattu pendant 7 ans la politique menée par le président de la République, comment pouvez-vous aujourd'hui justifier ce choix en regardant les Français droit dans les yeux ? Alors, les hostilités sont ouvertes. On s'est pas ennuyé dans la suite des échanges. Non, la réponse la plus virulente à ces accusations de la gauche, elle va venir de Claude Malhuret. C'est le président du groupe Les Indépendants République et Territoires, celui des sénateurs proches d'Édouard Philippe. Et il va presque ouvertement tourner en dérision le nouveau Front Populaire et celle qui a été sa candidate à Matignon, Lucie Castet. On regarde un court extrait de son intervention. En écoutant tout à l'heure l'analyse de la situation politique par le président du groupe socialiste, j'ai eu brusquement une sorte de cauchemar éveillé, Monsieur le Premier ministre. J'étais ici, à cette tribune, et en face de moi, à la place où vous êtes, ce n'était pas vous. C'était Lucie Castet. À ses côtés, Sandrine Rousseau, ministre des Finances et de la Décroissance, Sophia Chikirou, garde des Sceaux, et Jean-Luc Mélenchon, ministre des Affaires étrangères et de l'amitié avec la Russie, le Hezbollah et l'Alliance bolivarienne. Voilà, ces mots sont très durs, mais la gauche ne se démonte pas et elle n'en démord pas. Cette fois, c'est Guillaume Gontard qui va répondre. Le président du groupe écologiste au Sénat et membre du NFP. À ses yeux, le gouvernement de Michel Barnier ne serait pas légitime. Là aussi, vous allez voir, le ton est tranchant. Vous avez insisté pour mettre le respect au cœur de votre méthode. Et nous y souscrivons et considérons que le respect premier revenait au choix des urnes, qui aurait dû vous conduire à refuser le poste de Premier ministre. Votre présence devant nous cet après-midi est une anomalie.
pour ne pas dire un affront démocratique. Dans une démocratie parlementaire digne de ce nom, Emmanuel Macron aurait dû confier la charge de réussir ou d'échouer à former un gouvernement au nouveau Front populaire, formation arrivée en tête du scrutin des législatives. En déplaise à l'affligeant M. Malhuret. Et on est loin du ton que vous décriviez tout à l'heure des débats policés au Sénat. Ça nous promet des débats agités dans cet hémicycle où la gauche est sans surprise hostile à Michel Barnier alors que la droite et le centre lui déroulent presque un tapis rouge. Et c'est bien cette droite et ce centre qui sont majoritaires au Sénat. Donc même si on va avoir du spectacle dans l'hémicycle, eh bien Michel Barnier devrait pouvoir compter sur le Sénat pour faire passer ses textes. Voilà, mais on va pas s'ennuyer. Est-ce que c'est le retour, Samia l'a bien dit, c'est le retour du clivage droite-gauche, c'est la fin du macronisme, la nomination de Michel Barnier ? Oui, c'est... Enfin, la fin du macronisme. Qu'est-ce que c'est que le macronisme ? La fin du en même temps. Voilà, la fin du en même temps. Le macronisme, là, on le voit bien, est extrêmement fragmenté. On le voit mieux à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Bon, là, au Sénat, le gouvernement Barnier a une majorité qui est une majorité qu'on pourrait presque dire naturelle. Mais quand on écoute les patrons du groupe socialiste ou du groupe écologiste, qui utilisent des termes forts, en effet, mascarade, affront démocratique. Bon, on est un peu dans la posture, bien sûr. Il faut savoir que, si vous voulez, il faut faire intervenir un acteur qu'on ne fait pas assez intervenir, les Français, l'opinion publique. Et là, quand vous regardez, un sondage a été fait hier par l'Institut Elab, c'est une majorité absolue de Français qui dit, pour l'instant, on verra cette lune de miel avec l'opinion combien de temps ça dure, qui dit voilà, nous approuvons le choix de Michel Barnier comme Premier ministre, nous approuvons son action, même si son action est courte pour l'instant, et ce qui est très impressionnant, ils ont soumis toute une série de mesures qui étaient dans sa déclaration de politique générale aux Français. Et là, les taux d'approbation sont extrêmement élevés. Donc, attention à ce que les leaders du NFP ne se coupent pas de l'opinion publique. Ils sont obligés de faire avec l'opinion. On comprend leur déception de ne pas avoir été choisi par le président de la République, mais le président de la République, c'est son pouvoir propre. Il était libre de choisir qui il voulait à partir du moment où il y avait... On ne peut plus parler de majorité, puisque personne n'a la majorité. Hein. Non, mais justement, est-ce que Michel Barnier, comme il n'a pas de majorité à l'Assemblée, il va s'appuyer sur les Français ? Oui, bien sûr, on le voit déjà d'ailleurs. Hein. C'est sa ressource, je crois, principale, parce qu'il a à la fois une contestation vigoureuse, c'est le moins qu'on puisse dire, des composantes du NFP, et il a tout de même un petit champ critique qu'il va falloir suivre attentivement de la part de nombreux membres de la Macronie, à commencer par Gabriel Attal, qui s'est fait remettre dans son coin à plusieurs reprises par l'actuel Premier ministre. Et donc la principale ressource, quand vous n'avez pas de majorité, et personne n'a de majorité, le NFP non plus n'avait pas de majorité, eh bien voilà, vous faites avec quoi ? Avec les Français et avec l'opinion. Est-ce qu'il aura les moyens d'agir ? Les moyens d'agir, ça, c'est une autre paire de manches. On va le voir déjà avec le budget. Et voilà, pour le budget, il n'y aura pas de majorité forte. Donc voilà, on utilisera ce qui est prévu dans la Constitution, c'est-à-dire l'article 49, alinéa 3. Heureusement, la Constitution de la Ve République, c'était prévu d'ailleurs pour ça, en 1958, quand on n'a pas de majorité ou des majorités extrêmement fragiles, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien on a les armes, les fameuses armes du parlementarisme rationalisé. Pascal, on y est. Moi, je pense que vous avez raison sur le fait qu'il ne faut pas oublier les Français. Et je pense que les Français, notamment, sont peut-être passés aussi à une autre séquence. Et on n'est plus tellement dans le côté anomalie démocratique, mascarade. Alors, je comprends tout à fait les mots de la gauche. Hein, mais je pense qu'on est passé à autre chose, que maintenant, c'est du sérieux, si je puis dire. La question budgétaire est sur la table. Et donc là, voilà, on est passé à une autre séquence. En revanche, et ça, c'est effectivement, vous ne l'avez pas tellement vécu au Sénat et pour cause, mais c'est ne pas oublier un autre acteur important, pour moi, c'est le RN. Qui, vraiment, pour le coup, on l'a bien vu à l'Assemblée nationale, après dans la prise de parole de Marine Le Pen, après le discours de Michel Barnier, elle était là, véritablement là, très déterminée à poser ses lignes rouges. Alors certes, pour le moment, le Rassemblement national est empêtré dans ses affaires, ce procès des emplois fictifs, donc c'est pas le moment. Mais on voit bien que
tout de même, je pense que c'est aussi un des vrais enjeux, comment le Rassemblement national pourra faire comme ça ou comme ça, tout simplement. Et ça, je pense que pour moi, c'est très important d'un point de vue aussi démocratique. Pascal Perrineau, quelle lecture vous faites de la stratégie de Marine Le Pen, qui a eu un discours bienveillant, plutôt bienveillant, en réponse à Michel Barnier mardi, en traçant toutefois 3 lignes rouges? Certes, le Rassemblement national n'est pas arrivé au pouvoir, mais il est passé pas très loin. Et il sort d'une séquence électorale incroyable. Maintenant, il est installé de manière claire comme premier parti français, au-dessus de 30%, largement aux européennes, aux élections législatives. Et donc, maintenant, il doit aller plus loin dans une stratégie de respectabilisation, parce que la réussite relative du Front républicain au second tour des législatives, c'est dû au fait qu'il n'a pas encore tous les attributs d'un parti de gouvernement respectable, avec de multiples guillemets. Donc, encore un effort, et c'est ce que fait aujourd'hui Marine Le Pen, tout en gardant ses troupes derrière elle, et en effet, elle les dirige là d'une main de fer, et elle contrôle complètement, bien sûr, son groupe parlementaire. Donc, c'est aller un peu plus loin dans la stratégie de respectabilisation, tout en étant prêt, en cas de dissolution à partir de juillet prochain, à ramasser la mise, ou en cas de présidentielle anticipée. Mais est-ce que c'est pas un peu risqué? Est-ce qu'il n'y a pas le risque pour elle d'être comptable du bilan du gouvernement Barnier? Bien sûr. Elle peut être victime, c'est pour ça que le timing sera extrêmement important, elle peut être victime de la réussite du gouvernement Barnier. Et alors là, ça sera beaucoup plus difficile pour elle. Mais pour l'instant, j'allais dire, sa bonne tenue, entre guillemets, là aussi, est contrainte parce qu'elle rentre dans la phase, elle est rentrée dans la phase judiciaire, et elle ne va pas accumuler les signaux qui pourraient être perçus comme négatifs par l'opinion. Parce que la force politique qui prendra l'initiative de faire tomber le gouvernement dans une majorité qui ne sera pas une majorité positive. Ça sera une majorité pour détruire, ça ne sera pas une majorité pour construire. Puisque la majorité de rejet, ça sera une majorité dans laquelle il y aura LFI, le NFP et le RN. Vous voyez, bon, vous pouvez dire non avec ça, mais vous dites oui à aucune solution gouvernementale. Donc la sortie du RN de sa stratégie de respectabilisation, elle doit être très attentivement pensée. Merci Pascal Perrineau, merci. Malheureusement, vous devez nous quitter. Juste un petit mot peut-être, parce qu'on apprend à l'instant que Gérald Darmanin juge inacceptable le projet de budget esquissé par Michel Barnier. Ses opposants, ils sont à l'extérieur, mais dans son camp. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a un exemple concret, merci à M. Darmanin. On a un exemple concret d'opposition interne. Chacun cherche dans la Macronie, vous comprenez, c'est l'héritage de Macron. Qui va capter l'héritage de Macron? Et là, c'est ouvert, il y a du monde. Il y a du monde, et dans ce petit monde, il y a bien sûr Gérald Darmanin. Merci Pascal Perrineau, malheureusement vous devez nous quitter, mais merci beaucoup, à très vite, on l'espère, on va rester ensemble, Pascal Tournier, et réagir peut-être à cette déclaration de Gérald Darmanin, qui était l'invité ce matin de France Info. Inacceptable, le projet de budget esquissé par Michel Barnier. Il va avoir fort à faire avec son camp, Michel Barnier. On voit bien déjà, il y a eu, avant même son discours de politique générale, il y a eu des prises de parole, des tribunes qui avaient été signées par des gens de la Macronie pour contester les hausses d'impôts potentiels, même du côté de Bruno Le Maire aussi. Donc oui, il y aura forcément des dissensions, et le budget, c'est le nerf de la guerre. C'est quand même, derrière un budget se dessinent des politiques, se dessine une orientation générale, et aussi quand même la façon dont on veut aborder les questions budgétaires de Michel Barnier, c'est quand même une critique aussi en creux quand même de la politique menée par les anciens gouvernements sous Emmanuel Macron. C'est quand même ce dérapage, on le voit bien, ce dérapage budgétaire tel qu'il a été énoncé dans le diagnostic, c'est aussi remettre en question quand même ce qui a été fait par les précédents gouvernements. Donc je ne suis pas si étonnée que ça que M. Darmanin conteste, dans la mesure où finalement c'est aussi son bilan, même s'il n'était pas à Bercy, mais c'est aussi son bilan quelque part qui est critiqué en creux. Donc oui, ça va être à l'intérieur de la Macronie que ça va tirer à U et à Dia. Gérald Darmanin et Gabriel Attal, ils peuvent s'allier pour faire un front anti-Barnier. Ça, Gérald, l'avenir le dira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'un et l'autre aussi va avoir son agenda.
Donc peut-être qu'ils peuvent s'allier sur certaines choses, comme aussi chacun affirmer sa différence et son identité, sa personnalité. Alors on va écouter une personnalité de ce gouvernement Barnier, c'est Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui était l'invité ce matin de la matinale d'RTL. Il est revenu sur ses propos sur l'état de droit. La source de l'état de droit, elle doit s'articuler aussi avec la souveraineté du peuple. C'est ça la démocratie. Moi, j'ai pas de problème et j'ai jamais voulu abolir l'état de droit. Simplement, je veux que, à l'intérieur de l'état de droit, on déplace le curseur. Parce qu'il y a des lois, il y a des règles juridiques qui ne protègent pas les Français. Et celles-là, je veux les déplacer. Or, il y a un certain nombre d'individus, de mouvements qui considèrent que boucher ces lignes-là, ce serait toucher à l'état de droit. Eh bien, je dis non. Il ne faut pas confondre cet état de droit avec l'état de droit. Et moi, je ne veux pas être confronté à ce que j'appelle l'impossibilisme juridique. Voilà, c'est un demi mea culpa de Bruno Retailleau. Hein. Il ne revient pas vraiment sur le fond de sa pensée. C'est vrai que ces déclarations étaient quand même assez chocs. Et puis surtout, je pense que par ces déclarations, c'est finalement... il a incarné le RN sans être le RN, en fait, hein, d'une certaine manière. Et donc, bien évidemment, il a été recadré, on l'a vu lors du discours de politique générale de Michel Barnier à l'Assemblée nationale, encore hier au Sénat. Donc, je pense qu'il avait besoin, effectivement, d'explications de texte par rapport à ses propos. Donc, oui, il a clairement mis de l'eau dans son vin, oui, bien évidemment, oui. On va parler d'un des sujets prioritaires de Michel Barnier, c'est la question de la santé mentale, dont il veut faire la grande cause nationale en 2025, alors que la psychiatrie fait face à un manque de moyens et que la santé mentale des jeunes inquiète. Cécile Sixou a rencontré Miel, une jeune fille de 17 ans tombée dans l'enfer de la dépression. Elle s'est servie de cette expérience pour créer une appli afin d'aider les jeunes en souffrance. On regarde. Il y a 4 ans, Miel a été harcelée à l'école. Des photos d'elle dénudée circulent dans son collège. Sa vie devient un enfer. Tu arrives dans un endroit où en fait, tu sais que tout le monde t'a vu dénudée, où tu sais que tout le monde en fait t'humilie, tout le monde se moque de toi. C'est dur. Je n'osais pas en parler à mes parents puisque on a honte quand on vit des choses comme ça. Donc j'ai tout gardé. Et sauf que plusieurs mois plus tard, porter tout ce poids sur les épaules, en fait, c'est juste pas soutenable. Et on va dire que j'ai explosé. Elle fait une tentative de suicide. Sur son lit d'hôpital, ses parents découvrent son calvaire. On est extrêmement choqués sur le moment, évidemment. La première priorité, c'est de prendre en charge son enfant, s'assurer qu'il accède aux soins indispensables au moment de cet acte. Et puis c'est surtout une grosse remise en question. C'est-à-dire qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai raté ? Pour Miel, c'est la descente aux enfers. Pendant 2 ans, elle se scarifie, a des idées noires et fait plusieurs tentatives de suicide. Les hospitalisations, les passages aux urgences, j'en faisais beaucoup. Il y a des fois, j'en faisais au moins 1 par semaine, des passages aux urgences. C'était vraiment 2 ans comme ça. Et un peu plus tard, donc, quand j'ai eu 15 ans, j'ai eu un trouble alimentaire. Donc j'avais perdu beaucoup de poids. À 16 ans, j'ai commencé à m'en sortir et me voilà. Miel revient de loin et va mieux depuis 1 an. Désormais, sur les réseaux sociaux, elle partage son expérience. Les cicatrices, c'est pour se rappeler qu'on s'en est sorti. Les cicatrices, c'est pour se rappeler qu'on s'en est sorti. Donc, il y a plein de gens qui ont honte de leurs cicatrices. Très suivie sur Instagram et TikTok, elle s'est rendue compte que beaucoup de jeunes sont en souffrance comme elle. Je recevais vraiment tous les jours des dizaines, voire des centaines de messages de jeunes filles ou de jeunes garçons qui vont mal. J'ai vu en fait l'ampleur et la détresse de cette jeunesse. Je me suis dit, il faut concrétiser tout ça. Il faut créer quelque chose parce que je ne peux pas rester juste à regarder les jeunes aller mal. Elle propose à son père de créer une appli pour aider les jeunes. Est-ce que tu es de bonne humeur ? Voilà, c'est parce qu'elle est avec nous. Je suis de très bonne humeur. Le principe, créer un outil de prévention pour mieux détecter des comportements à risque et faire de la pédagogie sur la santé mentale. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est telle que l'offre de soins n'est pas capable de répondre au problème. La seule réponse qu'on peut avoir au problème, c'est de limiter le nombre de jeunes qui sont emmenés dans ces situations de dépression et qui ont besoin de soins psy. Prévenir plutôt que guérir, les adolescents sont de plus en plus nombreux en souffrance psychique. 1/4 des lycéens ont des pensées suicidaires et 15% des ados risquent la dépression. Et selon cette psychiatre,
Le système de soins ne suit plus. L'hôpital public est un parent bien pauvre aujourd'hui du budget global, avec un manque de moyens qui est colossal, que ce soit en psychiatrie adulte et encore plus en pédopsychiatrie ou psychiatrie de l'adolescent, où évidemment on manque de médecins, on manque de personnel en général, on manque de places, on manque de structures pour les accueillir, où on a des délais qui sont en fait complètement déconnectés de la réalité du besoin. Miel, qui se sait encore fragile, espère que la santé mentale devienne vraiment une priorité nationale, comme annoncé par le Premier ministre. Pascal Tournier, vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet, sur cette question de la psychiatrie. D'abord, un mot sur la santé mentale, notamment chez les jeunes, puisqu'on a vu l'exemple de cette jeune fille. Évidemment, c'est un sujet de préoccupation majeure. Elle s'aggrave, la santé mentale des jeunes. Oui, alors on l'a observé depuis le Covid, essentiellement, mais c'était déjà bien évidemment présent. Mais c'est vrai qu'il y a une montée de cas de problèmes de santé mentale chez les jeunes et qui effectivement est une véritable préoccupation. Après, il y a le chiffre qui de plus général pour la population française. On dit qu'un Français sur 5 sera confronté ou est déjà confronté à des soucis de santé mentale. Donc je me réjouis, comme beaucoup, j'imagine, que le Premier ministre fasse de ce sujet vraiment une cause nationale. Alors je le rappelle quand même, c'était déjà le cas en fait, du temps quand Gabriel Attal avait été nommé Premier ministre. Déjà aussi, ce sujet avait été mis sur la table. Donc il faut s'en réjouir. Après, il faut voir ce qui va se passer, parce que quand on dit on décrète cause nationale, on met un coup de projecteur, ce qui est très bien, mais il y a quand même une multitude de problèmes sous-jacents concernant la psychiatrie en général, des délais d'attente très importants, des parents qui sont perdus, je dirais, notamment pour leurs enfants. Il faut savoir aussi quand même que la psychiatrie, comme l'hôpital public, connaît exactement les mêmes difficultés que l'hôpital public, notamment un manque cruel de soignants. Il faut savoir, quand j'avais fait cette enquête pour le magazine La Vie, à ce moment-là, il y avait un spot publicitaire qui était diffusé par les professionnels pour essayer de recruter, parce que c'est une filière qui n'attire plus du tout, parce qu'il faut savoir que, comme dans le milieu médical, les conditions de travail sont très difficiles. S'ajoute à cela aussi des questions de violence. On a souvent eu, je ne sais pas, vous savez, des cas de faits divers, parfois, de violences qui touchent les soignants. Donc voilà, il y a une multiplicité, vraiment, je pense qu'il faut prendre les problèmes un par un pour essayer de... Mais il y a un manque de moyens aujourd'hui sur la psychiatrie, c'est ce qu'on entend aussi dans ce reportage. Il y a un manque de moyens, oui, et souvent les soignants sont sous l'eau, si je puis dire, et c'est quand même, c'est de la dentelle, la psychiatrie. Enfin, je dirais, après, encore une fois, ça dépend des diagnostics, parce qu'il y a derrière le mot psychiatrie, il faut faire aussi, derrière le mot santé mentale, il faut faire aussi attention que ce ne soit pas un mot fourre-tout, parce qu'il peut y avoir différents types de cas, questions de bien-être aussi, enfin, c'est un mot qui est assez compliqué. Donc oui, il y a un manque de moyens, parce que c'est de la dentelle. Enfin, je dirais, c'est quand même le sujet véritablement au cœur de tout cela, c'est l'être humain. Donc, prendre le temps, l'écoute, trouver le bon diagnostic, ça demande du temps, en fait. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans un système de santé publique qui est fait de telle manière que, justement, on n'a plus le temps. On est quand même dans un système qui cherche les économies, qui cherche la rationalisation des choses, enfin, des soins. Donc voilà, on se heurte il y a une contradiction fondamentale qui fait que, oui, je pense que ça manque de moyens. Merci Pascal, vous restez avec nous. On regarde ce qu'il y a à la une de la presse régionale avec Samia. Et Samia, on commence avec une interview d'Emmanuel Macron, c'est dans l'Union de Reims. Oui, un entretien exclusif où le président de la République revient sur les enjeux du sommet de la francophonie qui doit s'ouvrir demain à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne. 50 chefs d'État sont attendus. Ils signeront une résolution en soutien au Liban. Dans cette interview, Emmanuel Macron est revenu sur l'image de la langue française et il a salué à ce titre la prestation de la chanteuse Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des JO. Je le cite, elle a très bien représenté la francophonie. Elle a chanté de la grande modernité tressée avec de la tradition. Un autre entretien, c'est la une de La Montagne ce matin et des journaux du groupe Centre France, c'est Annie Genevard. Oui, la ministre de l'Agriculture revient sur un autre sommet, celui de l'élevage, qui s'est ouvert hier à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Demain, Michel Barnier y sera à ses côtés pour annoncer des mesures de soutien aux éleveurs, dont les cheptels sont durement touchés par plusieurs maladies, comme la fièvre catarrhale ovine. Annie Genevard devrait annoncer une nouvelle stratégie vaccinale et des indemnisations aux éleveurs.
Dans les Yvelines, on ne veut pas de la nouvelle ligne de train Paris-Normandie. Oui, c'est à la une du journal du même nom ce matin, Paris-Normandie, titre sur le projet de cette nouvelle ligne de train qui doit relier plus rapidement Paris à Rouen, au Havre ou encore à Cherbourg. Un projet qui est assez contesté dans les Yvelines. Une pétition a déjà rassemblé plus de 14 000 signatures. Elle dénonce les nuisances d'une ligne qui ne s'arrêtera plus à Mantes-la-Jolie et qui menacerait l'emploi et le cadre de vie des habitants. Allez, on termine avec du foot et la joie de la nordiste que vous êtes, Samia. L'exploit de Lille hier soir. Tout à fait, Oriane. Lille Royal s'offre le Real, peut-on lire ce matin dans Nord-Éclair. Hier soir, le LOSC a donc battu le Real Madrid 1-0 en Ligue des Champions. Le roi est tombé. Vive le LOSC, se réjouit aussi ce matin la Voix du Nord. Dans une ambiance indescriptible, raconte le journal, les Lillois ont réussi un exploit auquel personne ne croyait, battre les Madrilènes invaincus depuis 36 matchs. C'est Jonathan David qui a offert la victoire à son club à la 45e minute. Cette victoire, le LOSC est allé la chercher, je cite, avec son cœur, avec ses tripes, et elle restera à jamais gravée dans l'histoire du foot nordiste, conclut joyeusement la Voix du Nord. Merci Samia, bravo le LOSC. On peut en dire un mot de votre livre, Pascal, une double faute. Une double faute, oui, rapidement, ça vous change complètement de sujet. C'est un premier roman qui met en scène un homme qui s'appelle François, qui en fait en 1943 prend ses plus hautes responsabilités sous le gouvernement de Vichy, qui devient directeur de l'économie générale, et dans le même temps il quitte sa femme et son fils pour une actrice juive. Et donc je raconte, sa petite fille, c'est de comprendre cette double faute, c'est de voir comment aussi cette histoire a rejailli sur les générations suivantes. Merci beaucoup Pascal Tournier d'être venu. Merci Samia, merci à tous de nous avoir suivis.